Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Nulle part ou presque, le chef de l'État n'est injusticiable comme les autres. Cette assertion des parlementaires français, qui sonne comme un aveu d'impuissance, est une réalité incontournable. Premier représentant du principal sujet de droit international, les chefs d'État jouissent d'un statut singulier. Leur position leur confère de nombreux privilèges et leurs actions sont lourdes de conséquences. Ces conséquences sont décuplées lorsqu'ils adoptent une attitude criminelle. À cause de ce potentiel criminel démesuré décelé en eux, les chefs d'État peuvent se retrouver au cœur d'actes constitutifs de crimes internationaux. Leur position dans la hiérarchie civile et militaire ainsi que l'appareil d'État qui est largement à leur disposition, les mettent souvent au-devant de scènes horrifiques. Malgré les progrès considérables réalisés dans la lutte contre l'impunité de ces personnages spéciaux, grâce notamment au développement du droit international pénal, leur traduction en justice demeure toujours une préoccupation majeure pour la communauté internationale. L'appréhension qui entoure leur déferrement devant les juridictions pénales, surtout après leur perte du pouvoir, a une résonance particulière et transcende la sphère étatique. CQ', en châtiant les chefs d'État et les autorités souveraines qui permettent de commettre ou laissent commettre des infractions aux lois internationales, et aussi ceux qui les exécutent, on ne donne pas seulement satisfaction à l'idée de justice, on prend la mesure la plus propre pour que des faits de cette nature ne puissent se renouveler. Le cas de M. Hissène Habré en est une illustration. Celui-ci est né le 13 août 1942 à Faya-Largeau, au nord du Tchad. Il est issu de l'ethnie Gorane aussi appelée Toubou, et est membre du clan des Anakazas. Dès son jeune âge, il s'est vu confier des responsabilités. C'est ainsi que dès après l'obtention de son certificat d'études primaires, il a été pointeur au service du matériel et du bâtiment des troupes françaises à Faya-Largeau. À l'âge de 17 ans, il a été nommé sous-préfet adjoint du Borkou à Faya-Largeau, et 3 années plus tard, il a été affecté à Mao, dans le Kanem, comme sous-préfet par intérim. Quelques mois avaient suffi pour qu'il soit titularisé en qualité de sous-préfet à Moussoro, au centre-ouest. Cependant, il n'était pas resté longtemps à ce poste puisqu'il était parti en France, à la faveur d'une bourse d'études, pour intégrer l'Institut des hautes études d'outre-mer de Paris. À son retour au Tchad avec son diplôme d'administrateur civil, M. Hissène Habré a été nommé à un poste de direction au ministère des Affaires étrangères. Cependant en 1967, soit 2 années plus tard, il était retourné en France pour poursuivre ses études à l'Institut de droit public et à Sciences Po. Ces études avaient été sanctionnées par une licence en droit, un diplôme de Sciences Po et un diplôme d'études supérieures, en droit public. En 1971, le président de la République du Tchad, François Théo Mbalbaye, l'avait fait revenir au pays pour le charger d'une mission en Libye, afin de mettre fin à la rébellion. C'est le début des aventures de Habré. En effet, cette incursion dans un monde de lutte armée permanente pour la prise et le contrôle du pouvoir, allait littéralement transformer le juriste en chef de guerre. À travers diverses alliances, Habré allait progressivement dominer la vie politique tchadienne et devenir incontournable. C'est ainsi que le 29 août 1978 et suite aux accords de paix de Khartoum, il était devenu le premier ministre du nouveau président tchadien, Félix Malloum, qui avait renversé Tombalbé 3 années auparavant. Incapable de conserver le pouvoir face au tonitruant Habré, le général Malloum avait abdiqué en l'espace d'une année de cohabitation. La conférence de réconciliation de Lagos d'août 1979, qui avait permis de former un gouvernement d'union nationale transitoire, GUNT, présidé par Lol Mahamad Choua puis par Goukouni Oueddei, avec Habré comme ministre de la Défense, n'avait pas empêché ce dernier de mobiliser à nouveau ses troupes, le 21 mars 1980, pour attaquer les autres membres du GUNT et en l'espace de 2 années, il était parvenu à prendre le pouvoir. M. Hissène Habré avait ainsi accédé à la tête de l'État tchadien, le 7 juin 1982. Le 21 octobre de la même année, il était officiellement devenu le président de la République de ce pays africain. Il était resté en fonction pendant 8 années. Ce règne, marqué par de nombreuses exactions dont l'unique but était la conservation du pouvoir,
a fortement marqué l'histoire politique de ce vaste pays situé au cœur de l'Afrique. Il n'a pris fin que le 1er décembre 1990. En effet, le Mouvement patriotique du salut, MPS, dirigé par l'actuel président du Tchad, Idriss Déby Itno, avait réussi à contraindre Habré à l'exil. Après une escale au Cameroun, M. Hissène Habré avait pu obtenir l'asile politique au Sénégal en 1991. À cette époque, le président sénégalais Abdou Diouf avait accueilli son ancien homologue avec les membres de sa famille et certains de ses proches qui l'avaient suivi dans sa fuite. Installé dans un quartier résidentiel de Dakar, Habré envisageait sans doute de bien profiter de la teranga sénégalaise, loin des tumultes de la vie politique tchadienne, d'autant plus qu'il avait réussi à s'exiler avec plusieurs milliards retirés du trésor public. Cependant, et contrairement à ses attentes, sa retraite n'a pas été de tout repos. Elle a été rythmée par plus d'une décennie de péripéties judiciaires nationales et internationales. En fait, l'affaire Hissène Habré est un cas juridico-judiciaire tentaculaire. Les ennuis judiciaires de l'ancien président du Tchad avaient commencé suite à la découverte d'archives témoignant de nombreuses exactions commises dans ce pays de 1982 à 1990. Ces 8 années, durant lesquelles il l'avait dirigé d'une main de fer, avaient été marquées par de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Les témoignages de rescapés du régime, corroborés par les archives de la Direction de la documentation et de la sécurité, DDS, appareil de répression, avaient révélé des milliers d'assassinats politiques, d'enlèvements suivis de disparitions, d'exécutions sommaires, de tortures et de détentions arbitraires dans des conditions inhumaines et dégradantes. Ces événements, qui avaient précipité sa destitution et la prise forcée du pouvoir par Idriss Déby Itno, avaient été à l'origine de la création, par décret du 29 décembre 1990, d'une commission nationale d'enquête tchadienne dirigée par le magistrat Mahamat Hassan Abakar. Après plus d'une année de travaux, celle-ci avait publié, en mai 1992, un rapport relatant les crimes et détournements de l'ex-président Habré et de ses complices. Elle avait fait remarquer que ces activités, qui n'avaient porté que sur 10% des faits reprochés à l'ancien chef d'État, avaient pourtant révélé un lourd bilan, à savoir plus de 40 000 victimes, plus de 80 000 orphelins, plus de 30 000 veuves et plus de 200 000 personnes démunies. Cette structure avait aussi fait de nombreuses recommandations au nouveau gouvernement tchadien, en leur demandant entre autres d'engager sans délai des poursuites judiciaires contre les auteurs de cet horrible génocide, coupables de crimes contre l'humanité. Parallèlement, les victimes s'étaient organisées pour mettre sur pied, en 1991, l'Association des victimes des crimes et répression politique au Tchad, AVCRP, dont l'activisme leur avait ouvert des perspectives judiciaires. Malgré tout, ce n'est que près d'une décennie plus tard que les contours judiciaires de l'affaire Habré allaient commencer à se dessiner avec des actions effectives en justice. Si la nécessité de porter le cas de l'ancien chef d'État, présumé responsable de nombreux crimes internationaux, devant une instance judiciaire, pouvait faire l'unanimité, le lieu, le moment et la manière restaient en suspens. Les victimes, épaulées par des organisations non gouvernementales, avaient à travers leur activisme, permis de maintenir le problème permanemment en surface. En plus d'une intense bataille médiatique, elles avaient placé leur espoir dans une éventuelle action pénale au niveau interne au Tchad, pays d'origine du mis en cause, ou au Sénégal, pays d'accueil de celui-ci. La poursuite et le jugement des auteurs des infractions pénales, y compris les chefs d'État, relèvent en principe de l'exercice de la souveraineté nationale et donc de la compétence des juridictions pénales internes. Ce mythe s'effrite toutefois lorsqu'il s'agit de crimes internationaux, à savoir des infractions graves qui sont attentatoires aux valeurs communes à toute l'humanité et intrinsèques à la condition humaine. C'est pour cette raison qu'en plus des tribunaux internes, les juridictions internationales s'installent de plus en plus pour connaître de ces crimes. La catégorie des crimes internationaux et le régime juridique qui leur est associé restent, cependant, largement en construction. C'est qu'en fait, face aux crimes internationaux, il s'agit moins de restaurer un ordre mondial qui n'existe pas que de contribuer à l'instauration d'un ordre futur qui se cherche encore. Cette situation avait déteint sur le cas de M. Hissène Habré. L'identification du juge le plus indiqué,
qu'il relève de l'ordre interne ou de l'ordre international, et son aptitude à connaître des crimes internationaux commis durant le règne de l'ancien chef d'État était une question fondamentale. Il est vrai que depuis la Seconde Guerre mondiale, avec l'instauration des tribunaux militaires internationaux, TMI, de Nuremberg et de Tokyo, beaucoup ont l'impression que les juridictions internationales sont plus aptes à juger les crimes internationaux qui touchent l'humanité dans son ensemble, quel que soit leur lieu de commission. Ce sentiment est renforcé par la création des tribunaux pénaux internationaux, TPI, pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, ainsi que par l'installation de juridictions pénales internationalisées en Sierra Leone, au Cambodge, au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, au Timor oriental et au Liban. La Cour pénale internationale, CPI, dont le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002, a davantage conforté cette perception. Cependant, les tribunaux internes ne se sont jamais départis du jugement des auteurs de crimes de droit international, et ce, bien avant la globalisation de la compétence universelle. En effet, parallèlement au TMI, des juridictions internes avaient poursuivi et jugé des auteurs de crimes de guerre commis durant la Seconde Guerre mondiale. À titre d'exemple, la loi du Conseil de contrôle allié numéro 10 du 20 décembre 1945 avait autorisé les tribunaux allemands à juger les crimes commis pendant cette guerre par des citoyens allemands, autres que ceux déférés devant le TMI de Nuremberg. Par la suite, la République fédérale d'Allemagne, la République démocratique allemande et l'Allemagne réunifiée ont organisé au total des milliers de procès contre d'anciens nazis pour les dits crimes. Les tribunaux d'autres États ont également eu à statuer sur des cas similaires, comme en Union des républiques socialistes soviétiques URSS, en France, en Italie, en Israël, en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie, au Canada. Après ces retentissants procès d'après-guerre, différentes juridictions nationales ont traité d'affaires liées à des crimes internationaux, principalement sur la base de la compétence universelle ou de la compétence personnelle passive. Ces procédures judiciaires, initiées dans différents pays notamment occidentaux comme la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, la France, l'Espagne ou le Canada, ont connu différents sorts. Elles témoignent cependant du fait que l'implication des tribunaux de droit commun a toujours eu lieu, même si elle a moins attiré l'attention que celle des juridictions internationales. Comprenant sans doute cette réalité et étant consciente que les crimes internationaux transcendent la dualité des ordres juridiques internes et internationaux, les victimes du régime de Habré n'ont pas manifesté de lassitude pour trouver la solution adéquate au cas spécifique de l'ancien chef d'État. Le dénouement de l'affaire ne pouvait néanmoins avoir lieu sans l'implication des États, à travers les conventions internationales et les mécanismes institutionnels qu'ils ont mis en place. Mettre un terme à la situation d'impunité de l'ancien président se posait de plus en plus avec acuité, et il fallait trouver une issue. Ce sont les réponses judiciaires aux crimes internationaux, singulièrement ceux reprochés à M. Hissène Habré. Dans le dictionnaire, le mot « réponse » renvoie entre autres à solution, explication, éclaircissement apporté à une question, à un point obscur. La solution désigne la résolution d'une difficulté. Étymologiquement, solution est un mot français apparu au XIVe siècle et venant du verbe latin solvo, auquel on a adjoint le suffixe tion. Le mot solutus est le participe passé de solvo, qui signifie entre autres défaire, décorder, dénouer, détacher, déficeler, délier, libérer, ouvrir. Le terme judiciaire, du latin judicialis, se rapporte à la justice et à son administration. Le qualificatif judiciaire a comme racine le mot justice, justitia, au même titre que les termes juridiques et juridictionnels, qui renvoient respectivement à ce qui est relatif au droit et à ce qui a un rapport avec les juridictions, au fait de juger. Toutefois, il se distingue de ces derniers dérivés de iuris par son champ restreint puisqu'il désigne surtout l'action de juger, judicium, c'est-à-dire procédure judiciaire, poursuite judiciaire, procès, jugement, arrêt, litige. Les réponses judiciaires sont ainsi les solutions apportées en justice à un problème donné. S'agissant des crimes, ils constituent la catégorie la plus grave des infractions. Les lois les punissent de peines afflictives ou infamantes. Dans la division tripartite classique des infractions, ils sont placés à côté des délits et des contraventions qui caractérisent une délinquance d'intensité moindre. Les pénalistes français classiques utilisaient le mot dans un sens large, incluant toutes les infractions,
mais la tendance moderne consiste à le réserver aux infractions les plus graves. À l'origine, le crime, du latin crimen, faisait plus référence à l'acte de juger ou décision judiciaire qu'à l'action socialement nuisible. Le mot latin renvoyait donc à accusation, inculpation, incrimination, alors que l'infraction en tant que telle était désignée par le mot cellus, délit, crime, méfait, méchanceté, impiété. L'adjectif international, formé à partir du préfixe inter signifiant entre et de l'adjectif national, est utilisé lorsqu'une chose concerne plusieurs nations. Le mot a été intégré dans la langue française grâce à la traduction faite par Étienne Dumont de l'ouvrage de Jérémie Bentham, publié en 1780 et intitulé « En Introduction to the Principles of Moral and Legislation » Introduction aux principes de morale et de législation. C'est dans cet ouvrage qu'apparaît effectivement pour la première fois le syntagme « droit international ». Il y avait substitué l'expression anglaise « law of nation » par celle d'international law, censé mieux rendre compte de son objet. Selon Armand Guillot, ce terme est plus expressif puisqu'il permet de faire remarquer que le droit en question ne concerne pas l'organisation interne des nations, mais uniquement leurs relations. Les crimes internationaux sont des infractions internationales par nature ou par la forme. Les premières sont déterminées selon un critère matériel. Elles sont relatives aux normes pénales prévues, soit par la coutume, soit par les traités internationaux. Elles sont internationales par nécessité, parce qu'ayant en vue la défense de la société internationale elle-même. À cet effet, elles ne peuvent être édictées que par cette société. Elles relèvent donc substantiellement de l'ordre public international et consistent en une violation d'une norme de comportement préalablement prévue par le droit international public. Généralement, le droit international pénal en détermine les éléments constitutifs et prévoit en outre la procédure allant des poursuites au jugement des auteurs. Rentrent dans cette catégorie le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Les secondes sont déterminées par un critère formel et visent la criminalité transfrontalière organisée. Elles relèvent de l'ordre public interétatique, c'est-à-dire des intérêts que des États ont en commun. Ce sont des infractions dont l'incrimination révèle un besoin de coopération interétatique, suite à une convergence d'ordres publics nationaux. Ce besoin se traduit par une harmonisation de la qualification pénale ou du mode de répression d'une infraction pour une meilleure protection d'une valeur commune. Pour Claude Lombois, il s'agit d'une internationalisation par accident parce que les besoins spécifiques de la répression d'une infraction particulière ont conduit à l'élaboration d'une norme répressive internationale. Les infractions qui répondent à ce critère sont entre autres la piraterie aérienne ou maritime, le terrorisme, le blanchiment de capitaux, le faux monnayage, le trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et les pollutions maritimes, fluviales ou nucléaires. Ces deux catégories d'infractions internationales se distinguent aussi par leur degré d'intensité, bien qu'elles relèvent d'ordres publics supranationaux. La première catégorie, qui nous intéresse le plus, regroupe des incriminations visant à protéger des valeurs fondamentales dont le respect assure la survie du genre humain. C'est l'aspect répressif du droit international humanitaire et du droit international du maintien de la paix. En ce qui concerne les crimes internationaux reprochés à M. Hissène Habré, diverses réponses judiciaires ont été apportées à différents niveaux, mais seules les plus pertinentes retiendront notre attention. Ainsi, sont d'abord concernées toutes les procédures judiciaires nationales sénégalaises et belges initiées sur le fondement des normes internationales prévoyant les crimes de droit international, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et la torture. Sont ensuite inclus les recours exercés devant des instances juridictionnelles ou politiques relativement à l'application desdites normes au niveau des tribunaux internes. Ces différentes procédures ont permis de donner à certains principes juridiques internationaux un contour pragmatique. Est enfin comprise dans ce thème la procédure d'énouement menée jusqu'à son terme au Sénégal, au nom de l'Afrique. Par contre, les actions en justice, qui ont été menées sur le fondement des normes de droit interne, comme le jugement par contumace du sieur Habré pour atteinte à l'ordre constitutionnel, à l'intégrité et à la sécurité du territoire, nous semblent être en dehors du champ de notre thème. D'ailleurs, cette décision du 15 août 2008, rendue par la Cour criminelle de N'Djamena,
n'a pas eu l'autorité de la chose jugée sur les procédures ultérieures et n'a pas été un obstacle aux différentes poursuites entreprises devant les juridictions internes ou devant le tribunal ad hoc à caractère international, mis postérieurement en place au Sénégal par l'Union africaine. Il n'est pas inutile de préciser que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, dont le versant est le principe de ne bis in idem, obéit à des règles strictes. Il postule qu'une personne ne peut être poursuivie, jugée ou condamnée à 2 reprises pour les mêmes faits. Il est basé sur l'identité de qualification, comme dans le système de common law, ou sur l'identité de comportement, comme en droit romano-germanique. Cette dernière assure mieux la protection de l'individu, puisque quelle que soit la qualification juridique choisie, un nouveau procès ne peut avoir lieu pour les mêmes faits. Ainsi, au-delà du fait que bi repetita non place, le principe ne bis in idem est principalement destiné à protéger l'individu contre toute forme de harcèlement judiciaire. Cette protection constitue traditionnellement sa première ratio, mais en droit international, il tend surtout à articuler les compétences concurremment détenues par différentes juridictions. Cela est dû au fait que la signification d'une règle dépend, d'abord du contexte dans lequel elle se trouve prise et de ses interactions avec d'autres règles qui lui confèrent sa véritable valeur au sein de ce système. Il est ainsi illusoire de penser qu'une règle demeure la même en changeant de système. À ce propos, l'universitaire israélien Yuval Shani a indiqué que l'autorité de la chose jugée est conçue en fonction des relations entre juridictions nationales et internationales. En effet, entre tribunaux internes ou entre juridictions internationales, elle s'applique pleinement. Cela est aussi valable entre une juridiction internationale et un tribunal interne, dans l'application descendante, top-down ou downward, du principe. S'agissant de l'application ascendante, bottom-up, ou upward, d'une juridiction nationale vers un tribunal international, la règle ne s'applique pas, surtout si le premier jugement, comme celle rendue par la Cour criminelle de N'Djamena contre M. Hissène Habré, porte sur des crimes de droit commun et non sur des crimes internationaux. Même si cette première décision portait sur les mêmes faits, et a été rendue suivant les standards internationaux, elle n'aurait eu autorité que si elle reflétait leur gravité. Cette posture est compréhensible car bien que le risque d'impunité soit écarté puisqu'il s'agit de personnes condamnées, le soupçon de l'avoir échappé aux qualifications suprêmes justifie l'entorse à la règle non bis in idem. Cette exception, légitime pour la communauté internationale, est également indispensable. Au regard de cette précision, le tribunal ad hoc à caractère international, sus-indiqué, semble avoir eu le champ libre. Installé au Sénégal et majoritairement composé de magistrats sénégalais, il a été appelé à clore le long feuilleton Habré. Avant de voir ce dossier lui revenir à son terme, le juge sénégalais a été le premier à en connaître. En effet, en 2000, les victimes avaient saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar d'une plainte avec constitution de partie civile contre l'ancien président de la République tchadienne pour diverses infractions de droit international. Ce magistrat africain ne s'est ensuite presque jamais départi de cette affaire jusqu'à son épilogue. Néanmoins, la procédure dont il a connu au départ s'était tôt heurtée à des questions juridiques relevant d'un domaine spécifique, à savoir le droit international pénal qui lui-même se meut dans le droit international public aux contours particuliers. Le droit international pénal est une matière juridique qui régit les crimes comportant un élément d'internationalité par leur nature même, ou par leur forme et est relatif à la communauté internationale. Une nuance est généralement établie avec le droit pénal international, qui désigne les aspects internationaux du droit interne, à savoir le droit extranational de chaque État. Ces 2 notions sont toutefois très souvent utilisées indifféremment dans la doctrine, et la confusion terminologique entretient leur ambivalence intrinsèque. Cet amalgame est aussi entretenu dans la pratique juridictionnelle internationale, ce qui assoit leur interdépendance, même si les normes substantielles auxquelles ils font référence sont juridiquement dissemblables. La position de l'adjectif « international » au niveau des juridictions universelles et régionales, laisse évidemment perdurer la situation. Et bien que cet adjectif se situe à l'arrière dans cours pénales internationales, tribunaux pénaux internationaux et tribunaux militaires internationaux, ces juridictions sont d'abord internationales par leur nature puis pénales par leur objet,
et non pas l'inverse. Selon Claude Lombois, le déplacement de l'épithète montre que le caractère international tient tout à la nature de la règle ou seulement à son objet, et que c'est peut-être attacher trop d'importance à la seule place d'un mot et au surplus, contrairement à nos habitudes. À la suite du juge sénégalais, le juge belge, saisi de l'affaire Habré, avait aussi été confronté à des obstacles. Il s'agissait toutefois d'obstacles plus politiques que juridiques, car la mise en œuvre des principes du droit international ne lui était pas inconnue comme pour son collègue sénégalais. Cependant, la procédure belge souffrait de la non-présence de l'accusé et de l'impossibilité d'obtenir son extradition, malgré plusieurs demandes adressées au Sénégal, pays hôte de l'ancien chef d'État. Cette situation avait ensuite provoqué l'exportation de l'affaire au niveau des instances supranationales. C'est ainsi que des organes de l'Union africaine et de l'ONU avaient eu à se pencher sur le cas de l'ancien président tchadien et à rendre des décisions dont les portées avaient été différentes. Elles avaient néanmoins, d'une manière convergente, favorisé le dénouement de l'affaire à travers la mise sur pied d'un tribunal spécial chargé d'en connaître. Cette juridiction, que sont les chambres africaines extraordinaires, a permis de sonner le glas d'une longue situation d'impunité. Ces péripéties judiciaires ont mis en exergue la lancinante question de la capacité des juridictions du fort et la justice internationale de juger un ancien chef d'État étranger, en l'occurrence M. Hissène Habré, pour des crimes internationaux commis antérieurement à l'entrée en vigueur du statut de Rome. C'est le défi que le Sénégal a relevé pour la première fois de l'histoire, après avoir été le premier État à ratifier le dit statut, grâce à l'institution des chambres africaines extraordinaires incorporées au sein des juridictions sénégalaises. Ces chambres sont l'épilogue d'un long parcours marqué par plusieurs velléités de répression qui se sont soldées par des échecs. C'est pour cette raison que le thème regorge d'intérêt. Sur le plan théorique, de nombreux écrits ont été consacrés à des sujets aussi importants que la compétence universelle et l'immunité d'un ancien chef d'État devant les juridictions nationales étrangères, lesquels s'étaient posés lors des procédures initiées devant les juridictions internes contre M. Hissène Habré. La littérature relative à l'exercice de la compétence universelle est abondante, mais des obstacles de nature juridique et politique continuent à entraver sa mise en œuvre. Ce qui avait été à l'avantage de l'ancien chef d'État, qui avait ainsi pu prolonger son repos. L'immunité d'un ancien chef d'État devant les juridictions nationales étrangères a aussi été largement traitée par la doctrine qui en a déterminé les fondements, le contenu et les limites, mais l'application du principe démontre que la question n'est pas totalement épuisée. En dehors de la controverse doctrinale sur ces questions, beaucoup de travaux scientifiques ont été consacrés aux procédures judiciaires internes menées contre Habré. Cependant, elles rendent compte d'un épisode précis de ce feuilleton juridico-politique ou défendent une opinion favorable ou défavorable à l'ancien chef d'État. Parmi les premiers écrits consacrés à la question, figure The Pinochet President in Africa, Prosecution of Hissène Habré, d'Inbal Sansani. L'auteur y étalait déjà, en 2001, la problématique de l'application de la compétence universelle à travers les péripéties de l'affaire Habré depuis la saisine du juge d'instruction jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation sénégalaise annulant les poursuites. Par la suite et d'une manière fréquente, les doctrinaires ont traité le cas Habré d'une manière parcellaire. À côté de ces juristes, les victimes ont abordé la question sous forme de récits du régime de fer de l'ancien chef d'État ou des sévices subis ou à eux rapportés par d'autres victimes. Il en est par exemple ainsi de l'ouvrage « Prisonnier de Hissène Habré », l'expérience d'un survivant des geôles tchadiennes et sa quête de justice, de Souleymane Guengeng. En ce qui concerne les articles de presse consacrés à l'équation Habré, ils foisonnent mais ne permettent pas d'en saisir exactement les relents juridiques, tant dans ses aspects nationaux qu'internationaux. Cela est d'autant plus compréhensible que les auteurs sont généralement des journalistes avec une faible culture juridique, voire sans culture juridique, et plus enclins au sensationnel, comme la plupart de leurs lecteurs. En ce qui concerne les recours devant les institutions supranationales, des principes juridiques de haute importance ont été mis en exergue, comme l'obligation internationale pour un État parti à un traité de respecter ses engagements internationaux, ou encore la pertinence de la création d'une juridiction ad hoc à caractère international pour juger de faits limités dans le temps et l'espace.
L'obligation internationale pour un État partie à un traité de respecter ses engagements internationaux est une règle coutumière codifiée par la Convention de Vienne en son article 26. Cet article dispose que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Ce principe de pacta sunt servanda a deux conséquences que sont l'unicité de l'État au regard du traité et le défaut d'opposabilité du droit interne. Ainsi, l'État lié par un traité international s'oblige à le respecter et s'engage à le faire respecter par ses pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, et par ses démembrements et ressortissants. Il doit l'exécuter de bonne foi. Toute violation de sa part engage, en principe, sa responsabilité internationale. En effet, comme l'État forme une entité unique, chaque organe doit, dans sa sphère de compétences, participer à l'exécution du traité. Ainsi, par exemple, si l'exécution du traité nécessite une adaptation législative, le Parlement doit adopter les lois nécessaires pour ce faire. D'ailleurs, il est classiquement admis comme étant un principe général de droit international, qu'un État ne peut invoquer son droit interne pour se délier des obligations d'un traité. Quant à la création de juridictions ad hoc à caractère international, cela constitue très souvent une concrétisation d'une volonté spécifique de la communauté internationale de juger de faits géographiquement ou matériellement délimités. On pensait avoir atteint le sommet de la juridictionnalisation du droit international avec la création de la CPI, mais cette nouvelle catégorie de tribunaux internationaux a fait irruption dans le champ de la répression pénale internationale et a tendance à se développer. Pour certains auteurs, cette prolifération menace l'unité du droit international, alors que pour d'autres, c'est un facteur nécessaire d'une meilleure justiciabilité du droit international. En effet, pour les premiers, la pertinence de la création d'une juridiction internationale ad hoc est discutable et ils y voient plutôt un phénomène pathologique présentant un risque de fragmentation du droit international. Les autres leur opposent généralement l'argument selon lequel la création de ce type de tribunaux répond à un besoin pressant de l'ordre juridique international, et que par conséquent, cela devrait être perçu comme bénéfique et dynamique. Ces juridictions sont dans l'air du temps. C'est dans ce cadre que les chercheurs Fouret et Prost ont parlé d'une évolution dynamique de la société internationale. Au-delà des développements juridiques qui ont permis de cerner ces problèmes, les instances supranationales saisies de l'affaire Habré ont rendu des décisions qui ont suscité des réactions intéressantes de la part des jurisconsultes. Ceux-ci ont disséqué et commenté les différentes parties de ces décisions, surtout celles juridictionnelles, Cour internationale de justice et Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui ont été d'une contribution non négligeable au développement du droit international. Par ailleurs, d'aucuns se sont aussi intéressés à d'autres questions qui ont marqué le cours de l'affaire Habré, comme la régionalisation du droit pénal international et plus singulièrement l'africanisation de cette matière juridique. En l'espèce, des auteurs comme Abdoulaye Soma, Mutwa Mubiala, Abdul Kader Bitie, Abdul Wahab Moussa, Augustin Ngefeu, Patrick Laurent Badugue, ont fait des contributions remarquables qui ont permis de mieux cerner ce nouveau champ du droit pénal international. La justice pénale africaine est en formation et la mise en œuvre de ce principe de compétence régionale par l'Afrique comporte aussi bien des opportunités que des dangers. Ce régionalisme africain en droit international a été une conséquence logique du rejet de l'impérialisme judiciaire occidental et a facilité la mise en place des chambres africaines extraordinaires. Cette juridiction ad hoc internationalisée, qui est un jalon important dans le développement d'une justice pénale régionale pour lutter contre l'impunité en Afrique, a permis d'actualiser certains principes juridiques internationaux aussi captivants que la responsabilité pénale individuelle du chef d'État et la responsabilité du supérieur hiérarchique, lesquels alimentent encore une bonne partie des débats doctrinaux en droit international pénal. Sur le plan pratique, d'un côté, les velléités de répression des crimes imputables à M. Hissène Habré ont permis de jauger la capacité des juges nationaux à mettre en œuvre le droit international pénal. L'interprétation différenciée de certains principes juridiques sus évoqués a varié d'une juridiction à une autre, ce qui a permis de constater que cette matière juridique ne fait pas encore l'objet d'une application uniforme au niveau interne. D'un autre côté,
La juxtaposition des ordres juridiques internes et internationaux ainsi que de juges nationaux et internationaux a démontré son efficacité pour mettre fin à des situations d'impunité. Cela a aussi concrètement permis de contourner les limitations à caractère idéologique et politique dont souffre la CPI, laquelle ne peut en principe s'appliquer qu'à l'égard des États parties, sans possibilité de rétroagir pour saisir des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Contrairement à cette juridiction à vocation universelle, cette combinaison présente toutes les garanties de célérité, d'effectivité et d'exemplarité dans la répression de crimes internationaux commis dans un territoire donné. La formule hybride a aussi pallié le problème lié au manque de forces de police internationales pour arrêter des suspects, réunir des preuves et procéder à une enquête. En outre, le principe de non-ingérence, qui constitue un sérieux obstacle à l'action de certaines juridictions, a été aisément surmonté. Cet engouement n'empêche cependant pas d'être conscient, à l'instar du professeur Jean-Marc Sorel, que si le juriste se réjouit souvent de l'apparition d'un tribunal, en ce qu'il concrétise un contentieux, et alimente une jurisprudence qui sera le terreau d'une pratique et d'études futures, il ne faut jamais oublier que tout tribunal, surtout dans le contexte international, est la conséquence d'un échec. Le professeur Sorel ajoute que le contentieux en tant que tel, pour reprendre une expression du doyen Carbonnier, est une pathologie du droit, ce qui signifie que la création d'un tribunal dans un champ juridique est aussi et surtout la révélation de dysfonctionnements juridiques. Sur le plan prospectif, la procédure contre M. Hissène Habré, qui a été menée à son terme et qui a abouti à sa condamnation à la peine d'emprisonnement à perpétuité, suscite beaucoup d'espoir. Les chambres africaines extraordinaires, qui ont rendu cette décision, sont une alternative aux carences de la répression pénale des crimes internationaux commis en Afrique. Elles constituent également un modèle attractif de répression pénale internationale dont l'objectif est fort justement de combiner le meilleur des deux ordres juridiques internes et internationaux dans la répression des crimes internationaux, et de transcender leurs défauts respectifs. Selon le professeur Lemasson, ce type de procès internationaux pénaux remplissent avant tout une fonction qui consiste à être exemplaire au sens plein. Dissuasif. Édifiant. Mais équitable. Il précise ainsi que partout dans le monde, les dictateurs en puissance savent quel sort leur sera réservé si leurs mains trempent dans le sang innocent, et les responsables craignent désormais le glaive de la justice internationale. Ils rejoindront les coupables condamnés définitivement, mais dans le respect de formes équitables, à Nuremberg, à Tokyo, à La Haye par le TPIY, à Arusha, en Sierra Leone, au Timor oriental et au Cambodge. Au demeurant, l'affaire Habré, dont les premiers et derniers actes ont été joués au Sénégal, mérite d'être analysée tant au regard du droit interne qu'au regard du droit international. Une première démarche sera l'occasion d'aborder les procédures judiciaires nationales sénégalaises et belges, ainsi que les recours devant les institutions supranationales. Cette approche nous permettra de cerner les fondements et obstacles des poursuites entreprises contre l'ancien chef d'État, et d'analyser la saisine des instances internationales et régionales, mais aussi de mesurer leurs effets sur ce dossier. Par un second élan, nous allons nous pencher sur l'avènement des chambres africaines extraordinaires et sur le procès de M. Hissène Habré pour les crimes internationaux qui lui ont été reprochés. À travers ce cheminement, nous pourrons traiter du contexte de création des chambres africaines extraordinaires et de la structure de cette juridiction internationalisée. Nous pourrons aussi examiner les fondements juridiques de la responsabilité pénale de M. Hissène Habré et analyser l'essence et la portée de sa condamnation. Ainsi, il semble judicieux de consacrer la première partie de notre étude aux velléités de répression des crimes internationaux reprochés à M. Hissène Habré. Première partie. Par la suite, le travail va s'appesantir sur la répression effective des crimes internationaux reprochés à celui-ci. Seconde partie. Première partie. La volonté manifestée de répression des crimes internationaux reprochés à M. Hissène Habré. La chute du président Hissène Habré avait permis de mettre en lumière les nombreuses exactions commises au Tchad durant son magistère de 1982 à 1990. Les archives de la Direction de la documentation et de la sécurité, DDS, avaient révélé la commission de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
La DDS, appareil de répression, était en effet impliquée dans des milliers d'assassinats politiques, d'enlèvements suivis de disparitions, d'exécutions sommaires, de tortures et de détentions arbitraires dans des conditions inhumaines et dégradantes. Au lendemain de sa prise forcée du pouvoir, Idriss Déby Itno avait mis sur pied une commission nationale d'enquête pilotée par le ministère de la Justice. Après plus d'une année de travaux, celle-ci avait recommandé au nouveau régime, dans son rapport relatant « les crimes et détournements de l'ex-président Habré et de ses complices », engager sans délai des poursuites judiciaires contre les auteurs de cet horrible génocide coupables de crimes contre l'humanité. Toutefois, les autorités tchadiennes n'avaient pas manifesté de volonté réelle de juger les auteurs désignés. Ces derniers avaient connu des fortunes diverses. Un groupe continuait à occuper des postes stratégiques au sein de l'appareil d'État, tandis qu'un autre avait suivi M. Hissène Habré dans sa fuite. Ce dernier, bénéficiant de l'asile politique au Sénégal, espérait y jouir d'une paisible retraite, mais c'était sans compter avec les nombreuses victimes qui avaient commencé à s'organiser pour faire juger leurs bourreaux. En effet, dès l'année 1991, la VCRP avait manifesté sa ferme intention d'ester en justice. Cela ne s'était toutefois concrétisé qu'une décennie plus tard, grâce notamment au contexte international favorable. En effet, fort du précédent Pinochet et avec l'espoir en bandoulière, certaines victimes, soutenues par de nombreuses organisations non gouvernementales, ONG, avaient saisi les juridictions sénégalaises et belges, titre I. Leur saisine avait suscité des questions juridiques aussi fondamentales que la compétence universelle et l'immunité d'un ancien chef d'État. Les péripéties judiciaires au niveau interne avaient ensuite poussé les victimes à porter leur combat à un niveau supérieur. C'est ainsi que l'affaire Habré s'était retrouvée devant les instances internationales, lesquelles n'avaient pas hésité à se prononcer de façon décisive, titre 2. Titre 1. Les procédures judiciaires nationales sénégalaises et belges. Les actions en justice, à l'encontre de M. Hissène Habré, avaient commencé le 26 janvier 2000 par la saisine du doyen des juges d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar. En effet, 7 victimes tchadiennes ainsi que l'Association des victimes de crimes et répression politique du Tchad avaient déposé une plainte avec constitution de partie civile, suivie en cela, au mois de mai de la même année, par 53 autres victimes tchadiennes et une Française dont le mari tchadien avait été assassiné en 1984. Suite à cette plainte, le magistrat n'avait pas tardé à inculper M. Hissène Habré pour les chefs de complicité de crimes contre l'humanité, d'actes de torture et de barbarie et à le placer en résidence surveillée. Cette première inculpation d'un ancien chef d'État étranger par un juge d'instruction sénégalais, pour des crimes internationaux commis à l'étranger sur des étrangers, avait donné beaucoup d'espoir aux victimes. Mais l'enthousiasme du début de l'instruction allait vite céder au scepticisme, après le recours en annulation introduit par les avocats de l'ancien président devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Le désarroi des victimes était d'autant plus justifié que le parquet de Dakar s'était signalé par un revirement inattendu. En effet, le ministère public, qui avait pris un réquisitoire aux fins d'informer quelques mois auparavant, avait demandé l'annulation des poursuites en mai 2000. Quant à la chambre d'accusation, elle avait retenu l'incompétence des juridictions sénégalaises pour les faits de torture et le manque de base légale pour l'incrimination de crimes contre l'humanité. Cette décision d'annulation des poursuites avait été confirmée par la Cour de cassation, après le pourvoi des parties civiles. La haute juridiction sénégalaise avait ainsi pris position, le 20 mars 2001, sur une question controversée, en jugeant qu'aucun texte interne ne reconnaissait une compétence universelle aux juridictions sénégalaises. Peu avant l'arrêt de cette haute cour, les tergiversations judiciaires de l'affaire Habré et les soupçons d'interférence politique avaient conduit les victimes à se tourner vers un autre pays, en l'occurrence la Belgique. En effet, entre le 30 novembre 2000 et le 11 décembre 2001, un ressortissant belge d'origine tchadienne et plusieurs ressortissants tchadiens avaient saisi la justice belge d'une plainte contre M. Hissène Habré pour crimes contre l'humanité, torture, arrestation arbitraire et enlèvement. Dans le cadre de l'instruction, le juge belge avait adressé plusieurs commissions rogatoires à son collègue sénégalais, avant de délivrer le 29 septembre 2005 un mandat d'arrêt international à l'encontre de M. Hissène Habré.
Toutefois, cette procédure allait connaître un coup d'arrêt avec la décision d'incompétence rendue le 24 novembre 2005 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar, au motif que le mandat d'arrêt visait des faits commis par un chef d'État dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, la répression judiciaire des crimes internationaux reprochés à M. Hissène Habré était tributaire de la conception que la justice sénégalaise et celle belge avaient de la compétence universelle et de l'immunité présidentielle. À la lumière de ces principes, qui ont fait l'objet d'une littérature abondante, nous traiterons de prime abord les fondements et obstacles aux poursuites contre M. Hissène Habré, chapitre 1. Nous verrons par la suite que ces questions ont suscité des réactions judiciaires à géométrie variable, chapitre 2. Chapitre 1. Les fondements et obstacles aux poursuites. Les poursuites à l'encontre de M. Hissène Habré étaient fondées sur des principes juridiques largement débattus. L'accusation ne pouvait nullement être articulée autour des principes classiques de compétence, rationnés matériés, personnés, loci, admis en matière pénale, eu égard à la nature des infractions, aux circonstances de leur commission et à la personnalité du principal mis en cause. En effet, dans leur plainte avec constitution de partie civile introduite au Sénégal, les victimes avaient visé les infractions de torture et de crimes contre l'humanité et avaient invoqué des apostrophes. Une part, la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par le Sénégal à travers la loi n° 86/26 du 16 juin 1986, et d'autre part, le droit international coutumier en vertu duquel pèse sur le Sénégal une obligation de poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité. Leur argumentaire avait emporté la conviction du magistrat instructeur qui avait sur cette base inculpé l'ancien président de la République du Tchad. Mais cela avait été battu en brèche par les avocats de l'ancien chef d'État, lesquels avaient dans leur recours en annulation soulevé 3 exceptions, à savoir incompétence des juridictions sénégalaises pour connaître de crimes commis par des Tchadiens au Tchad, la non-rétroactivité des textes relatifs à la torture ratifiés par le Sénégal en 1986 et incorporés dans le Code pénal en 1996, alors que les faits reprochés au sieur Habré étaient antérieurs, et la prescription s'attachant à des faits remontant à plus de 10 ans. Rejoints par le ministère public, ils avaient aussi précisé que le Sénégal n'avait pas étendu la compétence de ses tribunaux à des crimes commis à l'étranger. La défense avait ajouté que cette loi de 1996 ne saurait rétroagir. Devant la chambre d'accusation, les avocats des victimes avaient approfondi les arguments à la base de leur plainte en indiquant que les articles 5 et 7 de la Convention contre la torture posent l'obligation de juger ou d'extrader, et que l'article 79 de la Constitution sénégalaise dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Par ailleurs, il faisait remarquer que la prescription décennale, soulevée par la défense, ne pouvait courir qu'à compter de décembre 1990, date de la destitution du sieur Habré, et qu'elle ne saurait prospérer puisque la plainte avait été introduite en janvier 2000. À l'instar des poursuites lancées au Sénégal, celles entamées en Belgique s'appuyaient principalement sur la compétence universelle intégrée dans la législation belge en 1993. Néanmoins, à cette question, allait s'ajouter celle du statut d'ancien chef d'État de M. Hissène Habré, puisque le mandat d'arrêt belge, suivi d'une demande d'extradition, avait buté sur une décision d'incompétence de la justice sénégalaise, laquelle reconnaissait le bénéfice de l'immunité à l'ancien président tchadien. Ces 2 questions de la compétence universelle des juridictions nationales, section I, et de l'immunité d'un ancien chef d'État devant les juridictions nationales étrangères, section 2, avaient donc été au cœur de l'affaire Habré. Bien qu'elles soient intimement liées, la question de la compétence d'une juridiction est préalable à celle de l'immunité du justiciable. On ne peut en d'autres termes bénéficier de l'immunité de juridiction que s'il y a juridiction. C'est pourquoi nous les aborderons successivement dans cet ordre. Section 1. La compétence universelle des juridictions nationales. La compétence judiciaire a longtemps reposé sur 3 critères: le lieu du délit, la nationalité de l'auteur et la nécessaire protection des intérêts de l'État. Le critère de territorialité, rationnel aussi,
a traditionnellement prédominé car l'objet premier du droit pénal est de maintenir l'ordre social en réprimant les crimes et délits commis sur le territoire national. Cette considération géographique est importante car le rassemblement des preuves, l'organisation du procès et l'exécution de la sentence nécessitent des moyens humains et matériels que l'État ne peut efficacement mettre en œuvre que dans ses limites territoriales. Les effets de la poursuite et de la sanction ne peuvent être véritablement perçus que dans ce périmètre. C'est à cet effet que dès 1927, la Cour permanente de justice internationale, CPJI, avait relevé que le principe de la territorialité du droit pénal est à la base de toutes les législations. Malgré leurs avantages, les compétences territoriales personnelles et réelles ont montré leurs limites quant à la répression effective de certaines infractions à caractère international. Aussi, la question de la compétence extraterritoriale pour laquelle la CPJI n'avait pas manqué d'apporter des éclaircissements, confère infra, était récurrente. Depuis ses balbutiements à nos jours, ce principe a beaucoup évolué. L'idée de la répression universelle a germé avant de progressivement pénétrer les législations nationales. Elle s'est muée dans le principe de la compétence universelle, laquelle est diversement définie, selon qu'elle est envisagée dans une conception restrictive ou extensive. Dans une résolution de 2005, l'Institut de droit international (IDI) a relevé que ce principe, en tant que titre additionnel de la compétence, comprend la compétence d'un État de poursuivre tout suspect et de le punir s'il est reconnu coupable, indépendamment du lieu de commission des crimes et sans avoir égard à un lien de nationalité active ou passive, ou à d'autres fondements de compétence reconnus par le droit international. Cette définition lato sensu permet de distinguer ce principe des autres critères de compétence classiques sus évoqués. La compétence universelle des juridictions nationales a pour objet de juger les auteurs des crimes de droit international, quelle que soit la nationalité de ceux-ci ou le lieu de commission de ces infractions. Elle vise principalement à lutter contre l'impunité, par une sorte de mondialisation du droit pénal, laquelle entraîne la mondialisation des juges nationaux. En droit international, l'exercice par les États de la compétence universelle en matière pénale repose sur certains fondements, paragraphe 1. Toutefois, la mise en œuvre de ladite compétence se heurte très souvent à des obstacles tant juridiques que politiques, paragraphe 2. Paragraphe 1. L'exercice de la compétence universelle. Les pères fondateurs du droit international ont été à l'origine du principe de compétence universelle. Hugo Grotius, l'un des plus éminents théoriciens, défendait l'idée selon laquelle il appartient à tous de poursuivre les infractions aux droits des gens qui affectent la société internationale dans son ensemble. Emmerich de Vattel prenait une exception au principe de territorialité, en ce qui concerne les ennemis du genre humain. La compétence universelle s'est progressivement imposée à la communauté internationale, après que la CPJI a relevé en 1927, dans l'affaire du Lotus, que le droit international, loin de défendre d'une manière générale aux États d'étendre leurs lois et leurs juridictions à des personnes, des biens et des actes hors du territoire, leur laisse à cet égard une large liberté qui n'est limitée que dans quelques cas par des règles prohibitives. Son exercice repose sur plusieurs fondements. Certains relèvent du droit international conventionnel et coutumier, A. D'autres procèdent du droit interne, B. A. Les bases conventionnelles et coutumières. Face à la commission de crimes particulièrement odieux qui fait de leurs auteurs des hostis humani generis, la répression par tous les États s'est trouvée justifiée ou requise dans l'intérêt de l'ordre public international. L'exercice de la compétence universelle a été théorisé depuis le XVIe siècle par des auteurs comme Diego de Covarrubias et Hugo Grotius, qui ont soutenu qu'il était inconcevable qu'un malfaiteur étranger puisse savourer les fruits de ses crimes sur le territoire d'un État. Ils ont ainsi préconisé, en cas de commission de crimes particulièrement graves, la mise en œuvre de poursuites, tant sur le territoire de l'État où le crime a été commis que sur celui où l'auteur a trouvé refuge. À partir du XIXe siècle, les États ont commencé à mettre sur pied un dispositif juridique universaliste capable de réprimer efficacement certaines infractions attentatoires à la conscience universelle. La compétence universelle a d'abord été appliquée à la piraterie. L'exercice de ce type de compétence sur les pirates était fondé,
d'une part sur le fait que le forfait était très souvent commis en haute mer dans une zone qui ne relève d'aucun État terra nullius, et d'autre part sur le fait que les individus poursuivis n'étaient pas sous la protection d'un État ou étaient tout simplement apatrides. Son application n'entraînait donc aucun conflit avec toute autre prétention d'un État. La mise en œuvre de la compétence universelle a certes franchi un palier avec la Convention internationale pour la répression du faux monnayage du 20 avril 1929, qui offrait la possibilité aux États de poursuivre, sous certaines conditions, les étrangers qui ont commis à l'étranger une infraction relative au faux monnayage. Mais c'est surtout avec la signature des 4 conventions de Genève et des protocoles additionnels qu'elle a marqué un pas décisif. En effet, en prévoyant la compétence universelle des juridictions nationales, ces conventions ont donné aux États signataires des moyens juridiques essentiels pour poursuivre et condamner les auteurs des violations graves du droit international humanitaire. Entrés en vigueur en 1950, ces textes ont été d'application immédiate dans certains pays où les traités font automatiquement partie du droit national, Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Russie, Suisse, tandis que dans d'autres, il a fallu les incorporer dans le corpus juridique national. Les 4 conventions de Genève du 12 août 1949 relatives aux crimes internationaux, ainsi que le premier protocole additionnel du 8 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, prévoient expressément l'obligation de poursuivre les auteurs de telles infractions. Lesdits textes, à la rédaction quasi identique, prévoit que chaque partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis ou d'avoir ordonné de commettre l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre partie contractante intéressée à la poursuite. À la différence de certains instruments internationaux qui l'ont précédé et qui comportent le principe « au judicaire au déder », sans obliger les États à l'appliquer, ce texte de Genève est contraignant. Il est vrai que depuis Grotius, ce principe était présent dans la doctrine, mais cette codification prévoyait non seulement l'exercice de la compétence, mais aussi l'obligation de poursuivre. Cette compétence universelle obligatoire a ensuite été rééditée dans de nombreuses conventions, notamment la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, article 36A2, celle de La Haye du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite des aéronefs, article 7, celle des Nations Unies du 21 février 1971 sur les substances psychotropes, article 22A2, celle de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, article 7, celle de New York du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, article 7, celle de New York du 17 décembre 1979 contre la prise des otages, article 8, celle de Vienne du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires, article 10, celle de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, article 7, celle de Rome du 10 mars 1988 pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, article 10A1, celle de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, article 4A2, celle de New York du 15 décembre 1997 pour la répression des attentats terroristes à explosifs, article 8, et celle de New York du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme, article 10. Certaines de ces conventions, comme celle de 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs et celle de 1984 contre la torture, ont dissocié le principe « au judicaire au déder », en réglementant d'abord la compétence et ensuite l'obligation de poursuivre, contrairement aux conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977. Avant leur codification, les sources étaient principalement coutumières. Il en a ainsi été de la piraterie et des crimes de guerre, avant qu'ils ne soient incriminés dans des conventions internationales. Par contre,
Aucun principe de compétence universelle n'est expressément prévu pour le crime contre l'humanité et le génocide. Néanmoins, il est largement admis en droit international que l'exercice de la compétence universelle à l'encontre de ce type d'infraction découle de la coutume ainsi que de la jurisprudence internationale. Par ailleurs, les normes à la base de la compétence universelle sont généralement de jus cogens. Toutefois, bien qu'il impose aux États l'obligation de poursuivre, cet arsenal juridique n'a pas explicitement prévu une compétence juridictionnelle des États pour connaître d'infractions commises à l'étranger par des étrangers à l'encontre d'étrangers, lorsque l'auteur de ces infractions ne se trouve pas sur le territoire de un État intéressé. Au sillage, il est aisé de relever, à l'instar des principes de Princeton, du Caire et du rapport Kaminga, que la ratio legis de la compétence universelle repose sur la réprobation internationale des crimes particulièrement graves. C'est ainsi que de nombreux États ont légiféré afin de se donner une compétence extraterritoriale à l'encontre de certaines de ces infractions, ou d'incorporer les conventions internationales dans leur droit interne. B. Les sources juridiques nationales. Dans le rapport de l'ONU du 20 juin 2011 sur la portée et l'application du principe de compétence universelle, on remarque que beaucoup de législations nationales ont prévu des dispositions qui leur permettent d'appliquer le principe de l'universalité et de juger les auteurs de crimes internationaux. Comme il n'y a pas une acception commune de la compétence universelle dans le droit international conventionnel ou coutumier, les États ont différemment intégré ce principe dans leurs corpus juridiques nationaux. En ce qui concerne le Sénégal et la Belgique, les textes intervenus en la matière ont été diversement élaborés. Avant l'intervention des lois de 2007 et 2008, confère infra, aucun texte interne autonome ne prévoyait une compétence universelle des juridictions sénégalaises. Le Code pénal et le Code de procédure pénale contenaient des dispositions qui restreignaient la compétence des tribunaux sénégalais à des cas limitativement énumérés. L'ancienne rédaction de l'article 669 du Code de procédure pénale prévoyait par exemple la possibilité de poursuivre des étrangers au Sénégal pour des infractions commises en dehors du territoire national, lorsqu'il s'agit de crimes et délits attentatoires à la sûreté de l'État, de contrefaçon du sceau de l'État et de monnaie nationale ayant cours légal. En dehors de la torture, certaines infractions prévues par le droit international conventionnel et coutumier n'avaient pas été transposées, comme les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Jusqu'en 1996, le texte appliqué pour poursuivre des actes de torture était l'article 288 du Code pénal, lequel ne prévoyait toutefois cette infraction que comme une circonstance aggravante de certains crimes contre les personnes. C'est la loi numéro 96/16 du 28 août 1996 qui, en insérant un nouvel article 295A1 dans le Code pénal, l'a érigé en infraction autonome assortie de peines spécifiques. Ce texte fait suite à la ratification de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants, intervenue à travers la loi numéro 86A26 du 16 juin 1986 publiée au Journal officiel de la République du Sénégal, JORS, du 8 août 1986. La dite convention, en son article 4, oblige les États signataires à veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal, de même que la tentative et les actes de complicité de torture et d'assortir ces infractions de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. L'état de la législation sénégalaise dans le domaine de la compétence universelle, lors de la première inculpation de M. Hissène Habré, n'offrait ainsi pas une certaine lisibilité, ce qui avait d'ailleurs été à l'origine de controverses judiciaires et académiques. La Belgique, à la différence du Sénégal, a une législation fournie en la matière. La compétence universelle a d'abord été incorporée dans le droit interne au fur et à mesure que des conventions ratifiées le prévoyaient, soit dans la loi d'approbation à la Convention, soit dans une loi spéciale. En 1993, une innovation était intervenue avec un texte autonome adopté pour la première fois, en dehors de toute obligation internationale. En transposant la compétence universelle dans son droit interne par la loi du 16 juin 1993 sur la répression des violations graves du droit international humanitaire,
la Belgique avait retenu un champ d'application plus large que ce qui était prévu dans les conventions de Genève du 12 août 1949 et les protocoles additionnels I et II du 8 juin 1977. Elle incluait ainsi, en plus des crimes de guerre durant les conflits armés internationaux, ceux commis durant les conflits armés non internationaux. En sus, les poursuites pouvaient être menées autant contre un individu présent sur le territoire belge que contre une personne établie à l'étranger. En 1999, la compétence universelle des tribunaux belges avait été étendue aux crimes de génocide et contre l'humanité. En plus, grâce à cette révision législative du 10 février 1999, les auteurs des infractions incriminées ne pouvaient plus se prévaloir d'une quelconque immunité devant les juridictions belges. L'arrêt de la Cour internationale de justice, CIJ, du 14 février 2002 relatif à l'affaire Abdoulaye Yerodia Ndombasi, et les pressions internationales menées par les États-Unis ont obligé les autorités belges à adopter la loi du 23 avril 2003 qui circonscrit la compétence universelle. Dorénavant, les poursuites sont limitées aux infractions commises à l'étranger sur des victimes belges ou sur des personnes ayant leur résidence principale en Belgique, ou encore sur des individus ayant acquis la nationalité belge depuis au moins 3 ans. Cette compétence universelle restreinte était dès lors similaire à celle en vigueur dans d'autres pays européens, Suède, Suisse, Danemark, Royaume-Uni. Cela n'avait toutefois pas rassuré des pays comme les États-Unis, dont les pressions persistantes avaient poussé la Belgique à abroger la loi de 1993. En lieu et place, la loi abrogative du 5 août 2003 a ajouté un titre supplémentaire dans le Code pénal belge en intégrant les infractions visées par la loi de 1993. L'exercice de la compétence universelle est désormais sujet à certaines conditions, principalement un lien de rattachement avec la Belgique. Malgré l'arsenal juridique d'ordre national et international dont disposent les États pour mettre en œuvre la compétence universelle, celle-ci achoppe souvent sur des obstacles quasi infranchissables. Paragraphe 2. Les obstacles à la mise en œuvre de la compétence universelle. L'exercice de la compétence universelle vise à permettre la répression effective des violations des crimes particulièrement graves, afin que leurs auteurs ne puissent trouver refuge nulle part. L'application du principe aboutit en pratique à rendre compétent le juge désigné par le hasard de l'arrestation. Ce juge n'a pas toujours le champ libre, et la compétence universelle qu'il entend mettre en œuvre se heurte souvent à des barrières de toutes sortes. Ces obstacles peuvent être économiques, comme le coût exorbitant de la procédure, ou techniques, comme la difficulté à rassembler des preuves pour un crime commis à l'étranger par un étranger. Mais ce sont surtout les obstacles d'ordre juridique, A, et politique, B, qui ont les effets les plus rémanents. A. Les entraves juridiques. La mise en œuvre de la compétence universelle peut se heurter à des obstacles juridiques quasi insurmontables, dont les plus dirimants sont l'amnistie et la prescription. L'immunité, qui est tout aussi étanche, sera l'objet de la section 2 du présent chapitre. L'amnistie est une mesure législative exceptionnelle qui dépouille rétroactivement de leur caractère délictueux certains faits. En d'autres termes, c'est une défense de se souvenir ou à l'inverse, obligation d'oublier. Elle intervient pour apaiser les rapports conflictuels qui ont prévalu pendant une période, entre États et individus ou entre individus eux-mêmes. Elle peut avoir un soubassement politique, mais ses effets sont de nature juridique. Elle entraîne l'extinction de l'action publique ou l'interruption de l'exécution d'une peine déjà prononcée. À l'opposé de la doctrine et de la jurisprudence internationale, l'amnistie n'est pas mentionnée dans les conventions internationales relatives aux crimes internationaux. Aucune disposition n'écarte une telle mesure en tant qu'obstacle à l'exercice de l'action pénale, ni n'interdit expressément aux États de prendre une mesure dans ce sens. Pourtant, les lois d'amnistie les plus fréquentes concernent des infractions qui peuvent être qualifiées de crimes de droit international. Les poursuites de telles infractions sont généralement mises en échec lorsque ce type de mesure est pris par un État. Quant aux mesures d'amnistie intervenant après le jugement, elles parviennent à interrompre l'exécution de la sanction pénale et à permettre à des auteurs de graves violations du droit international de se retrouver libres. Même si cet oubli et ce pardon semblent inadmissibles à l'égard de certains crimes odieux, cette mesure peut faire échec à l'exercice de la compétence universelle. Ainsi,
les auteurs des infractions de droit international parviennent à se soustraire de leur responsabilité pénale par le jeu de la dite mesure qui fait disparaître ou réduit la dite responsabilité. Ceux-ci peuvent valablement invoquer l'irrecevabilité de toute procédure entreprise à leur encontre. En France par exemple, un juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer à propos d'une procédure dirigée contre le général Paul Ossarès, au motif que les faits étaient amnistiés. Dans le même registre, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris avait considéré, dans l'affaire Georges Boudarel, poursuivi pour crimes contre l'humanité commis au Vietnam entre 1952 et 1954, que la procédure ne pouvait prospérer, eu égard à la loi d'amnistie du 18 juin 1966. Dans son arrêt du 1er avril 1993, la Cour de cassation française l'a confirmé, en énonçant qu'aucun principe constitutionnel, ni aucun principe de droit international, ne permet d'affirmer qu'une catégorie d'infraction serait par nature soustraite au pouvoir d'amnistie du législateur national. La Haute Cour estime que l'ampleur et les modalités d'une loi d'amnistie sont laissées à la discrétion du législateur, lequel peut choisir d'effacer des infractions vénielles, comme les contraventions, mais encore les infractions les plus graves, comme les crimes et même les crimes contre l'humanité. Cette solution a été reprise dans les affaires Mohamed El Akhdhartoumi et Abdelkader Yacoub, victimes de crimes contre l'humanité, avant que n'intervienne l'arrêt Eli Ould-Da du 23 octobre 2002, lequel est considéré comme un revirement jurisprudentiel. La Cour de cassation française a estimé que la loi mauritanienne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.